Sur les femmes, je n'ai pas dit de bêtises. J'ai dit ce que je pensais. Sur les policiers, je crois que c'est une des plus grosses bêtises que j'ai dit de ma vie. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la série de vidéos sur Yann Moix. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour les retours concernant la première partie. J'ai vu que les débats étaient animés, parfois houleux. J'ai aussi vu pas mal de témoignages de personnes qui ont subi des violences dans leur enfance ou adolescence et je suis désolé pour ça. Mais c'est vrai que de savoir si Yann Moix dit la vérité ou pas, ça a beaucoup plus d'importance que ce que certaines personnes peuvent penser. Parce que comme je l'ai dit dans la première partie, s'il dit la vérité, ça peut expliquer certains comportements dont on va parler dans cette vidéo. C'est clairement pas la même chose de se construire en tant qu'adulte quand on a subi des violences dans sa jeunesse, surtout dans le milieu familial, que si tout s'est bien passé. Et à l'inverse, s'il ment, ça va nous permettre d'expliquer ses propos, ses comportements, ses polémiques, les scandales, mais d'une manière différente. Donc, quoi qu'il arrive, la vérité apportera des explications sur tout ça. Mais vous l'avez compris, c'est très compliqué de savoir la vérité. Et la raison, elle est simple, et un mec m'a traité de sgeg dans les commentaires quand je lui ai dit ce que je vais vous dire, c'est que chaque cas n'est pas une vérité absolue. C'est pas parce que vous n'avez pas eu la même réaction que Yann Moix alors que vous avez vécu la même chose que ce qu'il dit est faux, et inversement, c'est pas parce que vous avez eu la même réaction que Yann Moix en ayant vécu la même chose que ce qu'il dit est vrai. Dans cette vidéo, on va revenir sur les comportements, les propos, les polémiques, les scandales autour de Yann Moix, et vous allez voir qu'il y en a pas mal. On parlera par exemple des publications antisémites, de son admiration pour Polanski, de Gérard Depardieu, et bien d'autres sujets. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Pour terminer un petit peu sur ce problème familial, en novembre 2019, Yann Moix était sur le plateau de Balance ton poste, sur C8, et il a fait de nouvelles révélations sur son frère et sur sa famille. Déjà dans un premier temps, il va partager un screenshot d'un post qui a été fait par son frère Alexandre Moix en 2019, et dans ce post, on a l'impression qu'Alexandre soutient son frère Yann. Un post Facebook. Un post Facebook de janvier 2019. Qu'on a là. Alors Alexandre, mon frère Yann Moix est un petit prince qu'on a assassiné. J'étais là, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai subi, j'ai pleuré, j'ai frissonné, j'ai eu peur. Je me suis tu. Aujourd'hui, j'ai envie de hurler « Yann, nous savons tous les deux ». Du coup, la question logique, c'est pourquoi a-t-il changé de version? Pourquoi en janvier 2019, il dit « j'ai vu, j'ai entendu, j'ai subi », alors que dans l'interview qu'il accorde à BFM, Alexandre Moix nie toute maltraitance. Mon frère a toujours vécu, depuis sa plus tendre enfance, dans une obsession. Alors il y a plusieurs obsessions chez lui, mais une obsession, le prix Goncourt. Depuis 10 livres, Cyril, ou 15 livres, je parle des maltraitances, n'ai jamais eu de problème. Jamais. Mon frère n'est jamais intervenu, mes parents se sont jamais plaints. D'ailleurs, personne ne m'a fait de procès, là, aujourd'hui. Je ne suis attaqué pour rien. Ça aurait été de la diffamation. Mes parents auraient dû saisir le livre. M'attaquer, rien. Dans le livre de mon frère, qui s'appelle Second rôle, que j'ai ici, il y a plus de 15 occurrences avec le mot Goncourt dedans. L'hypothèse, qui est la mienne, elle peut être discutée, parce que je n'ai pas la science infuse, même sur mon frère, c'est qu'il y a chez lui un refus de me voir attribuer le prix Goncourt. Quand j'ai eu le prix Renaudot, il s'est dit c'est pas grave, c'est un second prix. Et là, quand on lit son livre, on s'aperçoit qu'il ne parle que de ça. Pour avoir la paix, il voulait ma sécurité, que je devienne salarié plutôt qu'artiste, mes parents. Un baise en ville contre un Goncourt. À l'époque, sa petite amie Dorine m'avait largué pour une espèce d'abruti. En me larguant, elle voulait me dire « Toi, tu n'auras jamais le prix Goncourt », etc. Pour lui plaire, je rêvais d'être aussi beau que la couverture du prix Goncourt. Et je crois, Cyril, pour répondre clairement à votre question, qu'il a cru que j'allais avoir le Goncourt, parce que c'est un bruit qui circulait. Et là, il s'est senti, il s'est dit « Ah non ». Dans la même émission, Yann Moix dit qu'il n'a pas de haine envers son frère,
parce qu'il le considère comme une victime, tout comme lui, mais il rajoutera que son frère est un homme qui a pris des psychotropes, qui a été interné et qui a été très proche de groupuscules néo-nazis, comme celui de Maxime Brunery, qui est l'auteur de la tentative d'assassinat de Jacques Chirac. Pour ses propos, Alexandre Moix avait attaqué son frère Yann pour diffamation. Dans un premier temps, le tribunal judiciaire a relaxé Yann Moix, mais la cour d'appel l'a condamné. Puis au final, la cour de cassation lui a donné raison et a annulé toute la procédure. Autant en 2019, sur le plateau de Balance ton poste, Yann voyait son frère Alexandre comme une victime, et disait qu'il n'avait pas de haine envers lui, autant en 2022, les choses avaient changé. Vous allez voir que les propos sont beaucoup plus tranchés. Vous avez dit souhaiter la mort de la totalité de votre famille ces jours-ci, à l'exception de votre grand-mère Simone. Je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Je vois pas ce sont ce sont des gens qui auraient dénoncé des juifs pendant la guerre, ce sont des gens qui sont d'extrême droite, ce sont des gens qui ont voté Jean-Marie Le Pen depuis toujours, ce sont des gens que je méprise, ce sont des sales gens, ce sont des gens qui ont essayé de détruire mon existence, ce sont des gens qui maltraitaient les animaux, ce sont des gens qui maltraitaient un de leurs enfants. Voilà quoi. Donc il a été clair, l'intégralité de sa famille, sauf sa grand-mère. Une des premières polémiques qu'on va aborder, c'est les propos de Yann Moix concernant la police. On est en septembre 2018, dans l'émission Les Terriens du samedi, présentée par Thierry Ardisson, et sur le plateau, le chroniqueur va invectiver des policiers et policières qui étaient invités, et ces propos vont déclencher une vive polémique. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine, et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur, la peur est humaine, et ça je ne vous reproche pas la peur, vous devriez l'intégrer. Et vous savez, il y a un truc qui m'a choqué, dans l'affaire Benalla, qu'est-ce qui a choqué les gens? Non pas les coups qu'il a portés, ce qui a choqué les gens dans l'affaire Benalla, c'est qu'il ait porté ses coups sans être policier. Et cette anecdote dit tout. La police française est une des plus violentes d'Europe. Dans les manifestations, vous sortez des LVD 40 contre des gamins de 16 ans dans des manifestations contre la loi travail. Les préfets encouragent le bloc à bloc et tous les manifestants vous diront que jamais les coups de matraque et les utilisations de flashball n'ont été aussi violents. Et je trouve franchement que venir vous victimiser à longueur d'émissions de télévision, non seulement vous ridiculise auprès de la population, mais vous ridiculise au carré auprès des populations que vous asseyez à longueur de journée par des humiliations, car vos cibles préférées, ce sont les pauvres et les milieux défavorisés. Et je suis moi-même, comme tous les Français, le plus souvent spectateur du harcèlement que vous pratiquez sur des gens inoffensifs, 2-3 touristes japonais qui se sont mis en double fil, un pauvre type qui ressemble à Michel Blanc et qui a pris un couloir de bus, parce qu'effectivement, la peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux. À la suite de l'émission, 2 syndicats de police vont porter plainte contre Yann Moix pour propos diffamatoires. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb va dans un premier temps apporter son soutien aux policiers, puis porter plainte. Le CSA va recevoir 2000 signalements. Alors devant la tornade qui a déclenché ces propos, Yann Moix va rapidement s'excuser, mais il y a peut-être une chose que vous ne savez pas, et qui est extrêmement grave, c'est que 3 semaines après l'émission, la femme qui est en face de Yann Moix s'est suicidée. Yann Moix, ce qu'on va faire, on va regarder maintenant dans le pare-soleil juste en face de vous, allez-y. C'est une photo. Maggie Biksupski, policière, présidente et porte-parole de l'association Mobilisation des policiers en colère. Elle s'est suicidée le 12 novembre. 3 semaines plus tôt, elle était dans les Terriens du samedi. Vous avez tenu des propos très durs envers la police. Ils chient dans leur froc, ils n'ont pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux. Vous repensez à cette policière parfois? Ce que vous venez de me faire, et je le prends pas mal, mais ça s'appelle un coup bas. Parce que vous essayez d'instiller une corrélation entre la mort de cette femme et ma personne. Ça s'appelle un coup bas parce que un débat télévisé ne peut pas être responsable de la mort d'une personne. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Il y a chez chacun des raisons pour se supprimer qui sont d'une complexité infinie, et je crois que le mystère de la disparue n'appartient qu'à elle seule. Cette femme était en souffrance pour des milliers de raisons, et peut-être aussi pour son travail. La chose que je dois vous dire à cette antenne, c'est qu'il m'arrive, comme tout le monde, de dire des bêtises. Sur les femmes, je n'ai pas dit de bêtises. J'ai dit ce que je pensais. Sur les policiers, je crois que c'est une des plus grosses bêtises que j'ai dit de ma vie. Mais c'est ce que j'allais dire aussi par la suite. Il m'arrive de dire des conneries à la télévision. Vous vous en êtes excusé d'ailleurs. Je fais tellement de télévision, je prends tellement la parole que parfois, oubliant que je suis filmé, ou comme dans un dîner, on part un peu en vrille, j'ai dit une énormité. Il y a un truc que j'ai remarqué avec Yann Moix, c'est qu'il y a toujours une excuse. Là, avec les policiers,
il a dit ça comme s'il était à un dîner. Pour les propos qu'il a tenus avec Depardieu, c'était de la fiction. Pour les publications antisémites, c'était de la provocation. J'ai l'impression qu'on n'a jamais d'excuses claires et sincères de sa part. Et ça, je crois que c'est un des trucs qui me dérange le plus chez lui. On va maintenant passer à l'affaire des publications antisémites. Alors, l'affaire a éclaté en 2019, mais en réalité, elle date de 2017. D'ailleurs, elle était un petit peu passée inaperçue. Celui qui avait révélé l'affaire, c'est un ancien ami à lui, Marc-Édouard Nab. Revenons en 2019. Donc, l'affaire éclate lorsque le magazine français L'Express a révélé que Moix avait, durant ses années d'étudiant, participé à la publication d'un magazine négationniste et antisémite. Le magazine s'appelait Ushuaïa, ou Shoah-Ya. Shoah, vous avez très bien compris le jeu de mots. Dans un premier temps, on parle de dessins et de textes signés Auschwitzman. Moix reconnaît être l'auteur des dessins, mais concernant les textes, ce ne serait pas lui. Version qui vient être contredite parce que son écriture est facilement reconnaissable vu que certains articles sont écrits à la main. Sauf que Yann Moix viendra expliquer qu'en fait, il a l'écriture la plus lisible du journal et qu'il n'avait fait que recopier. Alors je sais, ça fait beaucoup de rebondissements, mais attendez, on est presque au dénouement de l'histoire. Après avoir nié, Yann Moix a été obligé d'avouer puisque l'Express a mis la main sur un épais document manuscrit, et dans le manuscrit, on peut y trouver des propos négationnistes, comme par exemple celui-ci, j'ouvre les guillemets, c'est Yann Moix qui parle par écrit, chacun sait, ô mari, que les camps de concentration n'ont jamais existé, fermez les guillemets, et des propos antisémites assez virulents, notamment à l'égard de Bernard-Henri Lévy, par exemple, qu'il qualifie de youpin, dont hélas le crâne n'a pas été rasé par les amis d'Adolphe. On retrouve également dans ce manuscrit des propos racistes anti-noirs. Comme je vous l'ai dit, Yann Moix ne pouvait plus nier, et il a donc décidé de s'excuser. J'assume, j'endosse tout. Tout ce que j'ai fait à l'époque avec 3 ou 4 cons, on était des types complètement paumés. J'écrivais, je dessinais, je produisais de la merde. Ces textes et ces dessins sont antisémites, mais je ne suis pas antisémite. Je me moquais des myopathes de La fin dans le monde de l'abbé Pierre. Aujourd'hui, l'homme que je suis en a honte. Tout le parcours que j'ai fait depuis, tout mon parcours d'homme, c'est l'histoire de quelqu'un qui a essayé de s'arracher à cette géographie toxique, m'extraire de cette nasse. Plutôt que de tomber dans la merde, je me suis élevé en étant curieux intellectuellement. J'ai eu la chance de rencontrer Bernard-Henri Lévy, qui m'a évité de devenir l'homme que j'aurais pu être, une pourriture. Je ne suis pas fier, mais heureux de mon parcours. L'âge de 20 ans, c'est fait pour se tromper. Aujourd'hui, alors que ces dessins, ces textes sont ressortis, je me sens libre, libéré de cette épée de Damoclès avec laquelle je vivais depuis 30 ans. Je vais pouvoir continuer mon travail, l'esprit dégagé, et travailler à la rédaction de Reims. Vous vous en doutez, l'éclosion de cette affaire a fait énormément polémique. D'ailleurs à l'époque, Yann Moix s'en était expliqué sur le plateau de Balance ton poste sur C8 avec Cyril Hanouna. Alors je viens de revoir l'extrait et je peux pas vous le montrer parce que les propos seront bannis par YouTube, enfin la vidéo risque d'être supprimée. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il dit que ses parents ont tenu depuis tout petit des propos racistes, ce qui l'a conditionné comme ça. D'ailleurs, une de ses maîtresses avait convoqué ses parents en disant voilà, Yann dit tel mot. En fait, c'est un mot qu'il entendait à la maison. Alors, je vous dis ce qu'il dit, tout simplement. Par contre, il dit que ses parents n'ont jamais tenu de propos antisémites, mais que voilà, il a été conditionné dans cette haine des autres. Il a déclaré avoir fait preuve d'atrocité généralisante et universelle. Au début de la polémique, on a eu donc un Yann Moix qui niait les faits, puis il a avoué et on a eu son mea culpa. Si les réactions dans la communauté juive ont plutôt été mitigées, il faut savoir que Bernard-Henri Lévy l'a pardonné et soutenu. Le problème dans cette histoire, et c'est là où certaines personnes ne croient pas en son mea culpa, en la sincérité de ses excuses, c'est parce que les écrits, les dessins qu'il a fait pour ce magazine datent des années 89-90. Or, fin 2010, il a signé une pétition aux côtés de Dieudonné, de Robert Faurisson et d'autres militants d'extrême droite pour l'abrogation de la loi Guesso. La loi Guesso, elle est là pour réprimer les actes racistes, xénophobes et antisémites. Alors certes, il s'est rétracté parce que un des signataires n'était pas Robert Badinter, mais Robert Faurisson, mais ses liens et sa proximité avec Paul-Éric Blanru ont toujours suscité des doutes. Parce que Paul-Éric Blanru est connu pour être proche des milieux d'extrême droite, il est vu comme un antisémite notoire, et surtout pour être un défenseur de négationnistes connus, comme Robert Faurisson ou encore Vincent Renoir. Et pour en revenir au lien entre Yann Moix et Paul-Éric Blanru, en 2007, Yann Moix va signer la préface d'un de ses livres, Le Monde contre soi, anthologie des propos contre les juifs,
le judaïsme et le sionisme, un livre dont la diffusion sera interdite en France en 2013 pour injure envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, négation de crimes contre l'humanité et provocation à la haine raciale. Fin 2014, le livre sera de nouveau autorisé puis remis en vente début 2015 mais sans la préface de Yann Moix. À savoir qu'avant l'épisode de la pétition, Paul-Éric Blanc-Rue et Yann Moix étaient amis mais n'avaient jamais parlé de juifs, selon Yann Moix, et c'est à la suite de cet événement que les deux hommes se sont perdus de vue. Assez curieux de la part d'un intellectuel comme Yann Moix de ne pas savoir ce que son ami et essayiste Paul-Éric Blanc-Rue pense des juifs, alors que c'est un des principaux sujets abordés dans ses publications. Mais bon, pour le coup je vais le croire, c'est lui l'intellectuel. Moi je bosse à l'usine. Basculons sur une nouvelle polémique, on est en janvier 2019 et Yann Moix accorde une interview au magazine Marie-Claire. Il avait déclaré par exemple être incapable d'aimer une femme de 50 ans et que pour lui le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. Vous vous doutez que ces propos ont déclenché une polémique, mais il est venu préciser ses propos, apporter des explications sur le plateau de On n'est pas couché. La question que vous pose la journaliste et qui fait que, je ne sais pas si c'est un dérapage, mais en tout cas qui fait que vous donnez votre propre avis sur l'âge des femmes que vous aimez, vous n'en faites pas une généralité, mais vous donnez votre propre avis sur les femmes de 50 ans. Elle vient, cette question, après une première phrase que tout le monde a oubliée, mais vous dites « J'ai croisé Fanny Ardant dans une soirée. Qu'est-ce qu'elle est belle, Fanny Ardant ?» Laurent, 3 semaines avant cette interview dans Marie-Claire, j'ai été interrogé par la revue Technicart. Voilà ce que j'ai dit dans Technicart. Il me demande, 3 semaines avant l'hémorragie, il me demande « Et vivre avec une femme de 50 ans ?» Voici ma réponse. Ce n'est pas une réponse que j'ai bricolée depuis pour éteindre un incendie. Non, ça n'est pas possible. Je ne peux pas vivre avec une femme de 50 ans. Ce n'est pas méchant contre les femmes. Les femmes de 50 ans, il y en a qui sont merveilleusement belles. Toutes les femmes sont belles à tout âge. Vraiment, je ne veux pas qu'on pense que je suis dans la névrose du type qui ne regarde pas les femmes après un certain âge. C'est un problème personnel, ne pas pouvoir accepter son âge à soi. Mais j'accepte très bien l'âge des autres. Je ne dirai jamais qu'une femme de 50 ans n'est pas désirable, pas belle, ce serait une aberration. Et ça, c'était avant. À ce moment-là, il faut quand même comprendre que à peu près toutes les femmes connues de 50 ans lui sont tombées sur le coin de la tronche. Dans l'interview de Marie-Claire, il avait dit que pour lui, les femmes de 50 ans étaient invisibles. Un petit peu plus tard, il a rajouté que pour les femmes de 50 ans, lui aussi était invisible, elles ne le regardent pas. Selon lui, il n'intéresse pas ces femmes parce qu'elles ont autre chose à faire que trimballer un névrosé comme lui, et qu'il a un problème, c'est un adolescent, un enfant. Du coup, je me suis toujours posé cette question, est-ce qu'il n'aime pas les femmes de 50 ans en réaction à leur désintérêt, ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça, j'ai pas la réponse. Faudrait lui demander. Et encore, même en lui demandant, je suis pas sûr qu'on ait la réponse. 2 mois plus tard, en mars 2019, nouveau propos dérangeant de la part de Yann Moix concernant les enfants, les jeunes et Michael Jackson. Sur Michael Jackson, je n'ai strictement aucun humour. Ah ouais. Ah oui, j'adore Michael Jackson, j'ai toujours adoré Michael Jackson et je le défendrai jusqu'au bout. Il y a un documentaire, Living Neverland, explosif, avec des nouvelles révélations, soi-disant, sur la sexualité de Michael Jackson avec les mineurs, des abus sexuels. Alors évidemment, on oublie la présomption d'innocence dans cette affaire, et surtout, c'est ne rien comprendre à Michael Jackson, car Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant, ça ne couche pas avec les autres enfants. Un enfant, ça ne couche qu'avec les adultes qui forcent les enfants à coucher avec les enfants. J'ai donc décidé d'attenter un procès à toutes les femmes adultes ayant couché avec Michael Jackson. Non seulement Michael Jackson n'est pas pédophile, mais je vais plus loin. Pour lui, je vais inventer un mot, c'est un Le seul orgasme qu'il ait eu de sa vie, Michael Jackson, c'est lorsque Bambi retrouve sa mère à la fin. Pour lui, la scène de spaghetti dans La Belle et Clochard, c'était du porno hard. Et la scène où Petit Jean se bat contre le shérif de Sherwood était pour lui l'équivalent d'une décapitation de Daesh. Le seul vieux monsieur qu'il pensait capable d'approcher les enfants, Michael Jackson, c'est le Père Noël. Foutez-lui la paix à Michael Jackson dans son éternité de Neverland où le sexe n'existe pas plus que la mort. Des propos qui avaient beaucoup fait réagir, qui avaient dérangé à l'époque, parce que le documentaire Living Neverland venait de sortir, et qu'en plus de ça, il commence sa chronique en disant « Je suis fan de Michael Jackson et je le défendrai jusqu'au bout ». Là où il a raison, c'est qu'effectivement, il y a la présomption d'innocence, mais de dire « je le défendrai jusqu'au bout », ben jusqu'où tu vas le défendre? Parce que cette phrase sous-entend que si Michael Jackson est coupable, tu le défendras. Et là, c'est problématique. Des propos que vous pouvez mettre en relief avec un livre qu'il a sorti en 2010, qui s'appelait La Meute. Et dans ce livre, il dit « J'aime Polanski et je hais la Suisse ». Alors, au-delà du fait qu'il va dire que la Suisse est un pays nul, inutile, antisémite,
que c'est Gestapoland, eh bien Yann Moix va quand même afficher publiquement son amour pour Polanski. Un homme qui avait été condamné en 1977 pour viol sur une fille de 13 ans. Alors je sais, il y a toujours ce débat, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Ben non, enfin, c'est mon avis en tout cas. Si on les sépare, c'est trop facile. Je vais vous prendre un exemple. Le boulanger en bas de chez vous, il fait le meilleur pain de la ville. Et demain, vous apprenez qu'il a violé des petites filles. Est-ce que vous allez continuer à acheter votre pain chez lui? Il fait le meilleur pain de la ville, hein. J'ose imaginer que non, vous n'allez plus aller chez lui, ben là c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on s'en fout que le mec soit un génie du cinéma, un réalisateur hors pair? Franchement. Et je vous avoue que quand on met certaines choses bout à bout, comme le fait que quand Yann Moix est fan d'une personne, il la défend jusqu'au bout, il est capable de soutenir et d'afficher son amour, son admiration pour Polanski, je trouve que c'est inquiétant, hein. On va arriver maintenant sur un scandale, un gros scandale plutôt récent, le documentaire sur Gérard Depardieu en Corée du Nord. Alors, il faut savoir qu'avant que ce documentaire sorte, pour Yann Moix, c'était un chef-d'œuvre. Un documentaire, en tout cas il y a des images et de la matière, Yann Moix, qui peut voir le jour. Non, alors je vais être très franc avec vous, le film est fait, il est monté, il n'y a plus qu'à le mixer, il dure 2h30, je crois que ce film, je dis franchement, je crois que c'est un film extraordinaire, peut-être même un chef-d'œuvre. Mais j'ai rien fait, moi j'ai filmé Gérard encore. Je crois que c'est un film hors norme, mais je crois aussi que ce film restera, peut-être pas sur mon disque dur, mais il ira peut-être se perdre dans les limbes des fanatiques hardcore et qui circulera sous le manteau, parce que je crois qu'il n'y a pas un seul distributeur, un seul producteur aujourd'hui suffisamment courageux pour le proposer à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un procès par phrase. C'est un film extraordinaire au sens étymologique du terme. C'est un film fou, mais et aussi parfois un tout petit peu ennuyeux, parce que la Corée du Nord, ça doit être ennuyeux. C'est pour ça qu'il dure 2h30. Mais je crois que le 21e siècle n'est plus un réceptacle possible pour ce genre de folie pure. Alors, pour la petite histoire de ce documentaire, à la base, c'était expérimental. Ça a été tourné en 2018 en Corée du Nord, et bien que ce long métrage n'ait jamais été diffusé, il a provoqué un véritable tollé et une bataille juridique. Bon, vous l'avez déjà vu, j'avais dédié 2 vidéos à ce sujet précisément, je vous mettrai les liens en description, mais grosso modo, si le documentaire a provoqué un tollé, c'est pour ça. Ah ben vous, c'est vraiment, c'est des grosses... Oh là 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 là, tous ces coups de langue qui se perdent. Il y a 2-3 la tour là que vous avez vu quand j'étais à Saumur. Et il y a 2 cochonnes de tour. Je connaissais les tours de cochonnes, mais pas les cochonnes de tour. T'es gentille, toi. Moi, beaucoup aimé, jolie fille. Elle est très jolie. Oui. T'as vu? Oui. Aussi, c'est énormément bien. Elles n'ont pas l'habitude. C'est ça en fait qu'il faut. Oui. Regarde cette beauté, Gérard, regarde cette beauté à ta droite. Ah oui. Oh là là, oh là 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 là. Tous ces coups de langue qui se perdent. Toute cette salive. Oh. Alors, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas suivi l'affaire qui se disent « Attends, t'es en train de nous dire que le documentaire n'est jamais sorti et pourtant tu nous montres des extraits ». Eh bien oui, parce que le documentaire a fuité et a été envoyé à l'équipe de complément d'enquête. Et sans cette fuite, pas sûr qu'on aurait vu les images un jour. Ce que je veux vous dire, Géraldine, parce qu'il faut quand même que vous compreniez la situation. Je veux bien donner mes images si on me les demande. Le problème, c'est que on est allé dans mon disque dur, on est allé dans les affaires, on dit tiens, ça va s'en servir. Je vous promets que je n'aurais pas fait de rétention d'images si on me les avait demandées. J'aurais dit Anthony Dufour, vas-y. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on me les ait volées. Vous pouvez l'entendre. Vous l'avez appris quand? Mais hier. Et non seulement, au début, Géraldine, je pensais que mon producteur avait vendu les images ou donné les images à complément d'enquête. Et ça m'a pas choqué parce que je me suis dit, bon, à la limite, c'est peut-être pour servir une cause. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai appris qu'il était réalisateur et producteur du sujet. Et là, il y a un abus de confiance contre moi. Bien sûr. Les images, vous croyez, franchement, vous me connaissez, je crois un peu, vous croyez que j'aurais fait de la rétention si les images pouvaient être bénéfiques pour dénoncer quoi que ce soit? Jamais de la vie. J'aimerais qu'on les autres parlent, Gilles. Et là, Géraldine Maillet a raison. Il n'a pas pensé à les montrer avant. Est-ce que, sans le complément d'enquête, on aurait vu les images un jour? J'en suis pas si sûr. À mon avis, la raison pour laquelle le documentaire ne serait jamais sorti,
c'est parce que dans le documentaire, on a un Gérard Depardieu qui dit des propos immondes, mais c'est pas le seul. Yann Moix aussi, il en dit des pas mal. Mais toi, tu l'as bien bourré, c'est bien. Léché. Mais il y a jouissance, il y a flot, il y a coulage. Elle a mouillé, elle joue. Tu déclenches un truc chez toutes ces femmes, c'est dingue. À chaque fois que j'en parle, parce que normalement elles devraient très frémir. Quand tu leur parles, après elles repartent, elles ont un petit sourire, je les vois moi. Non mais là, c'est vrai que là, ça doit gicler parce que ça mouille. Elle trache, elle me trache. Ah ouais, ouais, non, mais ça moi je pourrais pas. Ça je comprends pas. Oui, parce que c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc il faut cogner. Mais lui, tu crois qu'il trachait à mort? Non. Alors elle est maintenant avec un mec encore pire, une fiotte, une vraie fiotte. Si t'as tous les... D'ailleurs les qui sont... ça se voit pas. Regarde. C'est une gueule de... Il a pris un truc là. Non, c'est une gueule de... Moi, ce qu'il est sur moi. Oh, tout se voit sur les gueules. Bien. Bien, très bien. Toi aussi, t'es bien, ma petite chante. Au tout début, après le complément d'enquête, sur le plateau de Touche pas à mon poste, eh bien, il avoue qu'il ne comptait pas sortir le documentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est qu'à aucun moment, il ne parle de documentaire fiction. Il nous parle d'un documentaire sur un personnage qui n'est jamais sorti des Valseuses. Gérard est toujours, en 2018, c'est important de le savoir, il est toujours celui qui habite toute sa vie dans un film qui s'appelle Les Valseuses. Il n'est jamais sorti des Valseuses. Il fait des blagues grasses sur tout ce qui bouge, non-stop. Et il le fait depuis 30, 40, 50 ans. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire, on a le droit de rire ou pas d'une blague grasse. Pour moi, j'ai enlevé les pires parce qu'elles me sont insupportables. Tout seul dans ma chambre, tout seul. J'ai pas besoin de 15 personnes pour me dire c'est pas bien. Si vous voulez, ces mêmes blagues qui sont insupportables, lorsqu'elles rentrent en résonance avec des accusations, c'est même plus une blague pas drôle ou pas. C'est quelque chose qui vient signifier. Ce n'est plus quelqu'un qui se comporte mal et qui fait des blagues insupportables. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, peut-être nous offre une lecture sur ce qu'il est vraiment. Donc ce n'est plus... si vous voulez, mon film change de statut. Il se métamorphose, il est gangréné par quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le sortir. J'aurais trouvé indécent, je voulais le sortir en salle. J'ai trouvé indécent par rapport à la parole des victimes de sortir ce film. Je me suis dit, eh bien, j'ai fait un film pour rien. Il ne sortira jamais. C'est mon choix. Ce qui m'a toujours dérangé dans cette histoire, c'est que l'excuse de la fiction, elle est venue après les images de complément d'enquête. Avant de sortir le documentaire, on n'a jamais entendu parler d'un documentaire fiction. Donc la question mérite d'être posée. Est-ce que le documentaire était réellement une fiction? Ou alors est-ce que la fiction est une excuse? Parce que mettons-nous à la place de l'intellectuel qu'il est. Ce qui va être compliqué, vu que nous, on est complètement cons. Tu vas faire un reportage fiction sur une personne qui est déjà considérée naturellement comme un porc. Elle est où la fiction en fait? Parce que dans le reportage, il a pas l'air de se forcer, Gérard. Hein, surtout que son comportement dans le reportage vient corroborer les témoignages de personnes du milieu de la télévision et du cinéma, et le témoignage des victimes. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on est proche d'un documentaire pur que de la fiction. Et c'est quand même marrant que pour un documentaire fiction, on a des passages qui font référence à la réalité. À un moment donné, je vous l'ai passé tout à l'heure, il parle très vulgairement de femmes à Tours. Je vois pas en quoi c'est de la fiction. Pareil, quand ils sont dans l'hémicycle en Corée du Nord, il parle à Yann Moix de pratiques sexuelles qu'il aurait eues avec une femme. Et bien là, encore une fois, on n'est pas sur de la fiction, on est sur de la réalité. Alors oui, les images ont été volées. Peut-être que Complément d'enquête a fait un montage pour laisser penser que Gérard Depardieu parlait d'une jeune fille alors que c'était d'une femme. L'affaire est toujours en cours. Mais la fiction, j'y crois pas du tout. Et je vais même aller plus loin parce que sur les plateaux au début, il se défausse beaucoup, il remet la faute sur Gérard Depardieu, mais dans le reportage, il est mort de rire aux propos de Gérard. Et non seulement il est mort de rire, mais en plus il l'encourage. Et je suis désolé, je repense aux propos tout à l'heure sur Roman Polanski. Si tu fais un reportage sur Gérard Depardieu, mais je serais même pas étonné qu'il en fasse un sur Roman Polanski. Hein. À un moment donné, il a eu une défense un peu acceptable. Il a dit « On nous suit avec des caméras toute la journée, on a des micros. Est-ce que vous pensez
que je ne sais pas ce que je dis. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose, nous on a eu accès aux rushs originaux. Je suis quasi sûr que si on avait eu son film, s'il l'avait sorti, il y a plein de passages qu'on a vus qui n'auraient pas été dedans. Écoutons ce passage parce que c'est bien que vous donniez votre version, parce qu'il y a des gens qui pensent effectivement que c'est ce qu'ils veulent, Pascal. Bah non, faut que vous rectifiez, Pascal, parce que moi je vous connais un peu, j'ai pas envie qu'on pense... Pascal, on me vole un film, d'accord, de fiction, écrit. Un film de fiction qui était censé sortir au cinéma. Film de fiction. Je joue comme dans La Chèvre, je joue Pierre Richard et Gérard Depardieu, je joue Gérard Depardieu. Ouais. Donc on exagère tout. On filme pendant 24 heures, on filme 24 heures sur 24. Au montage, on regarde ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Ouais. Comme je vous l'ai dit, c'est un film, on peut dire plein de trucs coupés au montage. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et la deuxième chose, et ça sonne comme un aveu, il dit on exagère tout. Alors pour un intellectuel et un littéraire comme lui, on va se référer à la définition du mot exagérer, grossir, accentuer, en donnant un caractère qui dépasse la normale. On est quand même d'accord que exagérer, ça part d'une vérité. On exagère quelque chose qu'on a en nous. Sinon, c'est une invention. Puis d'ailleurs, il nous parle depuis le début de ce film fiction. Allez, pourquoi pas? Quelle preuve il a à nous apporter? Depuis le début de la polémique, pas une seule preuve qui vient corroborer la version de la fiction. Donc, en attendant la preuve, je reste sur mon avis, c'était pas une fiction. C'est un documentaire qu'il a vu comme un coup de génie, sauf que la critique n'a pas du tout apprécié et il l'a rangé dans le tiroir. Sauf que c'est sorti et il se retrouve dans la merde. Dernière polémique en date, Yann Moix a insulté les gamers, les geeks. Les mecs comme moi qui adorent jouer à la console. Et ça fait mal. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des céréales. Ouais, enfin Yann, nous on n'a pas vraiment de respect pour les gens qui aiment Roman Polanski, qui font des reportages sur Gérard Depardieu, qui ont fait des dessins et écrit des textes antisémites, des textes et dessins racistes envers les Noirs, etc., etc. Quoi, t'as quelque chose à nous dire? Moi, je suis un immense écrivain. Non, je suis pas vraiment d'accord. Je préfère l'autre version. J'étais une ordure, un être faible, plein de rancœur. J'avais raté mes études. Un être méprisant, méprisable, comme tous les antisémites. J'étais un impuissant. J'étais un raté, j'étais un faible. Je n'arrivais pas à séduire les filles. Je n'arrivais pas à intégrer Polytechnique. J'avais raté HEC. J'ai pratiqué l'abjection. Ouais, ça c'est bien. Et d'ailleurs, tu peux conjuguer au présent. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette partie, qui est, ma foi, assez chargée. Essayez de rester dans le respect, bien évidemment. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist alive.